Écoutez, bonjour, bonsoir à tous pour ceux qui nous écoutent le soir. Je sais que le podcast est souvent écouté en soirée. Très heureux de vous retrouver toutes et tous, avec le grand plaisir d'accueillir un nouveau Johan Tortevoix sur la chaîne Ebim du droit. Rien de moins, rien de plus. Johan, salut. Salut. Ça me fait super plaisir de te retrouver. Écoute, merci, moi aussi. Écoute, la dernière fois, on s'était vu pour causer d'éducation spécialisée. Ouais. Auprès de ce que tu fais auprès des associations, notamment dans le cadre de l'aide sociale en France. C'est un podcast qui a eu un petit peu de succès. En tout cas, on en a fait pas mal de retours. Et une nouvelle fois, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que c'était une entrée dans une tranche de vie, un métier qui est pas évident. Et voilà, et les retours qu'on en a eu, et même pour l'expérience personnelle que ça en a été, je te remercie une nouvelle fois. C'était super. Écoute, je te remercie aussi parce qu'en vrai, je l'ai partagé auprès de mes collègues, etc., et qui ont tous été assez contents. Tout le monde l'a pas écouté entièrement parce que c'est vrai qu'on a parlé pendant un certain temps. Mais j'ai un collègue entre autres qui lui a démarré le métier il y a peu de temps. Ouais. Et du coup, là, écouté entièrement pour après essayer d'avoir un maximum d'éléments et qui m'a fait un retour très positif. Ah bah super. Donc même en retour d'expérience, ça peut être utile. Ouais, c'est quelque chose que c'est sûr qu'on est beaucoup sur la forme du métier et on a donné quelques éléments sur le ressenti ou quelques éléments aussi, quelques pistes de pensée à la fin sur la partie sur l'aide sociale à la famille. L'aide sociale à la famille, exactement. Donc ça c'était quand même assez complet. Après ça donne une bonne image, une idée qui semble assez réelle par rapport à ce que mes collègues eux ont perçu aussi. Bon, et voilà. Ouais, je pense qu'on avait pas mal abordé toute une série de sujets qui permettaient d'avoir une image à peu près nette. Et je suis d'autant plus content que c'est plus là parce qu'il y avait des petits soucis audio. Là, j'ai la chance de te recevoir en présentiel, mais il y avait un petit différentiel qui fait qu'à chaque fois que tu parlais, fallait que l'un de nous, je baisse ou que j'augmente le volume. Donc des fois, il y a des petits mais normalement, ça passe, correct. Ouais. Bon, ce sont les aléas, des petits corrects de la mécanique, etc. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour causer de toute autre facette de ton métier, que tu partages à la fois. T'es éducateur spé, mais comme je l'avais dit la dernière fois, tu bosses aussi dans l'informatique. Exactement. Et alors, qu'est-ce que t'es exactement? Je suis informaticien. Waouh! Non. Ça, c'est stylé. Ouais, c'est stylé de le dire, mais c'est parce que c'est quand les gens disent informaticien. Informaticien, c'est assez drôle parce que c'est pas un métier. Enfin, tu vois, genre, c'est une branche, l'informatique, c'est un domaine énorme. C'est un peu comme si tu disais bonjour, je suis scientifique. Je suis juriste. Ou je suis juriste, voilà. Oui, d'accord, mais c'est à dire. Bon. Voilà, t'es dans le droit. Bon, moi, je suis dans l'informatique. Bon, mais toi, t'es avocat, t'as un travail. Je suis médecin, mais quel spé, voilà. Médecin généraliste, etc. Bon. Du coup, l'informatique, l'informaticien, en soi, souvent, on entend informaticien par celui qui va faire du support aux utilisateurs et qui va éventuellement réparer mécaniquement le matériel. Ouais, les machines. Donc dans ce sens-là, je suis informaticien parce que j'ai démarré par là. Mon parcours, je sais plus trop ce que j'en avais dit, mais c'est vrai que j'ai un parcours, je varie les plaisirs. Hein, ouais. Et donc je fais beaucoup de formations accélérées pour pouvoir accéder à des métiers plus ou moins complexes et toujours un peu différents. Et donc pour celui-ci, j'ai passé un équivalent de bac pro, puis un équivalent de BTS, et après une maîtrise plutôt en gestion de projet. Donc après, j'ai surtout une bonne expérience maintenant en tout ce qui est management, etc. Mais en fait, mon but c'était de lier le tout. Et donc je lis aujourd'hui parce que je suis indépendant en tant que responsable de service informatique. Ok. Donc responsable de service informatique, RSI, l'acronyme, c'est celui qui va mettre en place les stratégies permettant la bonne vie d'un service informatique en entreprise. Okay. Alors je fais pas que de l'entreprise, surtout que Ah bah t'interviens à la chaîne Ebim du droit, surtout sur le Twitch dans beaucoup. Donc, ouais, je peux faire des conseils individuels parce que moi au particulier, parce qu'en fait je viens du support utilisateur, donc j'ai fait du débugage. Donc le débugage, c'est quand on va avoir une problématique qu'on rencontre et qu'on va chercher à comprendre d'où elle vient pour la corriger ou trouver ce qu'on appelle en informatique un moyen de contournement. Alors on dit jamais moyen de contournement parce qu'on a énormément d'anglicismes en informatique, donc on dit a workaround.
Oh, yeah. c'est stylé. Ce que précisément ton stagiaire est en train de faire dans la salle d'à côté pour essayer de sauver la sauvegarde de jeudi dernier. Exactement. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir amené un stagiaire avec moi parce que même si je suis micro-entrepreneur, il faut le savoir, hein, chers amis micro-entrepreneurs, si on a un tiers qui est prêt à faire une convention comme Pôle emploi, on a le droit d'avoir des stagiaires et on peut faire découvrir notre métier à des gens, même si on n'a pas une entreprise qui nous permet d'employer. Point intéressant. Donc ça fait combien de temps que tu exerces et que tu gères du coup des services à distinguer du coup de la pure bécane du matériel pour aller dans, j'imagine, la coordination, la bonne ergonomie d'un truc qu'on fait avec ce matériel. Ouais, ben alors ça, donc moi, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le système en informatique. Donc c'est ce que tu viens de dire là. Ça part du matériel jusqu'à l'exploitation du matériel. Okay. On a d'autres grosses branches. Une qui est le développement. Ça, c'est ceux qui vont créer des applicatifs, qui peuvent être des applicatifs web, donc comme un site e-commerce, comme des applicatifs type, je ne sais pas, un tableur. Voilà. Okay. Et moi, je suis plutôt sur le système, même si je connais un petit peu des choses en développement, c'est pas ce que je fais, professionnellement en tout cas. Et donc ça, j'y suis depuis, j'ai commencé mon expérience professionnelle à partir du moment où j'ai commencé ma formation en 2014. Donc ça fait 10 ans. Et en 10 ans, même si à côté j'ai fait d'autres expériences comme là en temps partiel, donc mon travail d'éducateur spécialisé, je n'ai pas arrêté l'informatique. Je ne compte pas arrêter. Mais avant ça, mon premier PC, moi je le fabriquais avec des pièces de récup à gauche à droite pour réussir à avoir un PC à peu près complet aux alentours de mes 14 ans. Ah ouais. Donc là, c'est là où j'ai... Le mec était sur Adibou. Hein. Ouais, il y en a qui étaient sur Adibou. Et moi, j'avais envie de faire des Lego, mais des Lego un peu plus chers. Parce qu'en fait, pour moi, ça peut paraître plus complexe pour beaucoup de gens, mais je sais que pour moi, quand je vois comment ça marche un ordinateur, je vois ni plus ni moins que des Lego. Et en fait, il faut les imbriquer ensemble. C'est juste qu'il faut les imbriquer en faisant en sorte que les caractéristiques correspondent à ce que chaque pièce est capable de supporter. Donc en fait, finalement, c'est que des additions simples, parce que ce qui est dur, c'est de créer les pièces, imprimer une carte PCB. Donc la carte mère, c'est ce qu'on appelle une carte PCB, c'est une carte avec des micro-éléments informatiques qui vont ensemble donner une cohérence à un passage électrique et qui vont l'interpréter. Donc ça, évidemment, c'est très complexe. Mais une fois que tout ça, ça a été fait par des ingénieurs, acheter la bonne carte graphique pour acheter les bonnes RAM, pour acheter tout ça, c'est des choses qui, finalement, on peut se détacher de tous ces termes-là, RAM, carte, et juste se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut, trouver la liste et dire, il faut de la RAM, ok. Il faut une carte mère, ok. Et sans même savoir vraiment ce que ça fait, après, juste lire que sur la carte mère, il y a marqué la RAM, il faut qu'elle soit de telle fréquence, ben, je prends la fréquence qui correspond. Et donc, moi, à 14 ans, je comprenais pas l'informatique. Mais par contre, j'étais capable de me dire... L'assemblage. Voilà, une chacun. C'est ça. Il suffit de dire, une caractéristique correspond à une autre, on peut les brancher ensemble, quoi. Et c'est le premier pas vers la désacralisation pour accéder ensuite à la maîtrise du système. Exactement, maîtrise du système qui est impossible. Qui est impossible dans le sens où moi j'ai voulu vraiment m'intéresser à comment on crée le tout depuis la pièce 0, de se dire ok électriquement comment on fait jusqu'à créer un système informatique. Il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes, des millions de personnes même maintenant peut-être qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les noyaux des systèmes, la base du fonctionnement. Alors pour en recréer soi-même, c'est extrêmement complexe pour concevoir l'architecture d'un processeur et comment l'imprimer ou le graver ou quoi. C'est extrêmement complexe aussi parce que comme on a atteint des niveaux de technologie où on va faire des impressions ou des gravures au nanomètre, c'est pas des choses qu'on peut faire dans son garage en fait. Donc on peut pas. C'est difficile d'imaginer qu'une personne seule puisse refaire tout le chemin. Voilà. Et moi, j'ai voulu essayer. Est-ce que les personnes actuelles savent le cheminement ou est-ce qu'en fait, on est que sur des vagues d'acquis et genre comme pour la Saturn V, on sort plus de la construction de fusée? Eh ben, c'est un gros problème en informatique. Très souvent, on se retrouve à faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir un produit fini qui marche, mais on ne sait pas le reproduire. Donc, il faut qu'on reprenne notre produit fini et qu'on réimagine comment il a été construit. Donc ça, le rétro-engineering, alors que l'informatique, la micro-informatique, on va dire que ça a explosé dans les années 80,
Donc ça a été il y a pas si longtemps, et pourtant il y a énormément d'entreprises qui mettent énormément de budget dans le rétro-engineering. C'est vraiment une pratique qui est courante. Ah, pour retrouver le bon vieux temps des archéologues et des disquettes. Ouais, pour savoir comment on a fait pour en arriver là, et est-ce que c'était la bonne solution, est-ce qu'on peut pas faire autrement. Et en fait, c'est tellement complexe, toutes les choses sont tellement abstraites maintenant. On a un niveau d'abstraction entre le moment où on utilise et le moment comme si on était resté à la vapeur plutôt que de choisir la voie électrique. Exactement, mais sans savoir pourquoi, c'est surtout ça. C'est-à-dire, et sans savoir qu'il y a un autre chemin possible. C'est-à-dire que là, on utilise de l'électricité, mais il y a des branches qui essayent d'utiliser d'autres systèmes. Il y a IBM qui travaille, par exemple, alors j'ai aucune information là-dessus, il y en a quasiment aucune, il y a quelques communiqués, mais il y a IBM qui se dit, est-ce qu'on pourrait pas faire, pas que, hein, mais eux on le sait, est-ce qu'on pourrait pas faire des processeurs qui fonctionneraient avec des canaux de lumière? Parce qu'en fait, il y a la physique et il y a la physique quantique. Et en fait, quand on réduit la taille des éléments électriques, des puces électroniques, quand on fait des gravures à un certain nanomètre, plus on réduit la taille des gravures, plus on réduit la quantité d'énergie qu'il faut pour avoir un signal de qualité et faire passer les informations et les traiter. Mais aujourd'hui, on a atteint un niveau de gravure qu'on peut pas réduire, parce que si on le réduit encore plus, en fait, l'électricité elle va pouvoir potentiellement passer d'un canal à l'autre, et donc on a des fuites, et en fait, c'est là où les règles de la quantique commencent à s'appliquer, et donc, si on continue, aujourd'hui, en gros, on sait pas vraiment réduire plus les processeurs, donc on sait pas vraiment les améliorer, en tout cas avec les méthodes d'alliage qu'on connaît. C'est pour ça que là, on essaye d'imaginer des trucs, par exemple, avec des canaux de lumière. Ouais, donc on en est, en fait, donc, je veux dire que le développement aujourd'hui dans ce monde-là serait carrément de trouver un nouvel axe. Ouais. Là, on est peut-être au max du coup de ce qu'on pouvait faire. En tout cas, il y a tout un travail de prospective sur un autre axe. Et après, donc ça c'est donc mon milieu, c'est le système. Moi, je travaille donc à installer des systèmes, principalement des bons systèmes au bon endroit, pour faire fonctionner des applicatifs donc, qui existent déjà, et je vais les installer et les configurer dans des lieux, imbriqués dans d'autres systèmes pour que ça fonctionne en harmonie. Et donc ça, c'est mon métier d'administrateur système. Et parce que j'ai voulu être indépendant pour travailler avec des PME, pour pouvoir rester dans la partie technique. Parce que quand j'ai monté dans des grosses entreprises, plus on est manager et moins on a même le droit de faire de la technique, parce qu'on attend de nous qu'on fasse de la gestion d'équipe ou de plein d'autres choses. Et moi, je voulais avoir les deux. Donc, j'ai quitté le monde des grandes entreprises pour plein de raisons, mais entre autres celle-ci. C'est pour ça que maintenant, je suis indépendant et que j'aime bien pouvoir faire un peu tout. À la fois concevoir intellectuellement les systèmes, les mettre en perspective aux clients, leur faire choisir en fonction de leurs besoins et qu'ils puissent comprendre, donc vulgariser auprès d'eux les possibilités qu'ils ont par rapport aux demandes qu'ils ont. Donc ça, c'est les audits finalement que je fais, que j'ai plutôt appris dans la partie gestion de projet. Mais après, grâce à mon expertise technique, je peux proposer aussi la mise en place. Mais du coup, je suis très neutre. Je travaille parfois avec des logiciels payants, des systèmes comme Windows par exemple, voilà, tout ce qui est les suites Microsoft, aussi Google pour citer suffisamment. Mais en fait, moi, je suis un grand fan de tout ce qui va être Linux et open source. Donc, je fais aussi des installations, par exemple de la virtualisation. C'est des termes un peu particuliers comme ça, mais c'est la possibilité de faire tourner plusieurs machines sur une seule. C'est ce qu'on appelle la virtualisation. Moi, je suis un grand fan de ça. Ça offre plein de possibilités pour les sauvegardes, etc. des systèmes. Et donc, je vais utiliser des systèmes des fois gratuits, libres de droit, qui s'adressent aussi aux entreprises. Et plus optimisés, voilà, au cas par cas. Au cas par cas et au coût. C'est toujours le triptyque. Le tien, on n'était pas spécialement là pour parler de ça, mais du coup, ta boîte s'appelle comment? Sait-on jamais que quelqu'un qui écoute les lignes du droit? Moi, j'ai je pense que c'est pas le publicitaire, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, moi, je m'appelle Johan Tortevoix, donc c'est comme ça qu'on me retrouve. Souvent, on me retrouve sous le nom de Yaya Fuchs, sur Twitch ou sur YouTube. Yeah. Et là, moi, le nom de ma marque, c'est Vert. V-E-R-T-H. Donc, il y a un site en maintenance, je vais ressortir un site propre sur verth.org, voilà, vert.org. Et il y aura une page de contact à terme pour si des gens ont besoin de conseils. Des fois, même, je ne facture pas forcément
C'est même possible. Je recommande très vivement à titre personnel. Et du coup, c'est intéressant. Donc, du coup, ça fait combien de temps que t'exerces? Donc, un peu plus d'une dizaine d'années. Ah oui, et avant ça, par contre, j'avais d'autres activités comme un hackerspace dont j'avais, je crois, rapidement parlé la dernière fois. Donc, en fait, depuis 14 ans, je suis quand même très dedans. Mais professionnellement, 10 ans. Donc, ça veut dire, en 2014, 4 ans plus tard, ça va nous faire la transition de trouver, tu t'es mangé en plein dans la gueule l'application de ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour discuter du règlement sur la protection des données, le RGPD. Ouais. Et donc, t'as eu une petite fracture parce que on va en discuter de comment ça marche dans le cabinet d'avocats, etc. Mais ce truc-là, ce règlement à l'échelle européenne, j'imagine, qui a été annoncé, qui a été, je crois, voté en 2016 et l'application en 2018, le machin, pour quelqu'un qui n'a pas, par exemple, fait ses études avec, t'as dû immédiatement te réadapter. Ou alors peut-être que ce règlement ne faisait qu'épouser une bonne pratique qui existait déjà. Hyper intéressant. Et j'ai plusieurs réponses. J'ai envie presque de donner d'abord la première réponse trash. Oui. Qui s'est passée dans la tête de, je pense, j'imagine. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'étais dans un gros groupe, donc j'étais en contact avec beaucoup d'ingénieurs en informatique. Je pense que ce qui s'est passé dans la tête de la majeure partie des gens qui travaillent dans l'informatique, c'est RGP quoi? Ça vient d'être voté, ouais. RGP quoi? On s'est pas posé la question avant. Non, c'est surtout ça vient d'être mis en pratique. RGP quoi? Voilà. C'est pas ça vient d'être voté, c'est en pratique. Ah, il y a un truc qui est sorti. Voilà ce qui s'est passé globalement. En fait, ça n'a intéressé au début quasiment que c'est presque plus un truc de commercial qu'un truc de mec de l'informatique en vrai. Parce que des associations qui étaient sensibilisées là-dessus, genre je sais pas moi la quadrature du net. La CNIL, enfin, qui n'est pas une association, mais tous les acteurs qui sont engagés pour la protection des données individuelles. Mais les gens du métier, de ce que tu me dis. Et oui, parce qu'en fait, en fait, RGPD, c'est une problématique business. C'est pas du tout une problématique technique. C'est-à-dire que c'est la technique qu'on est allé interroger pour répondre aux attentes, mais techniquement, c'est pas la technique qui est responsable du RGPD. Le RGPD, donc alors on dit le ou la, parce qu'en fait il y en a qui disent le règlement, il y en a qui disent la réglementation. Donc les deux marchent, le ou la RGPD. Donc la réglementation sur les données personnelles. Il faudrait rajouter privé, les données personnelles privées. En fait, elle s'applique à tout le monde. Elle s'applique même aux particuliers. Ah ouais? Donc oui. En fait, je pensais que c'était contre. Ok. À partir du moment où on est détendeur de données personnelles, du coup, on rentre dans ce cadre-là. On est une association, loi 1901 ou une association de fait, peu importe. On doit respecter le RGPD. Le RGPD, c'est quelque chose qui s'applique à tous les niveaux. En fait, c'est un genre de déontologie des utilisateurs d'Internet qui, à partir du moment où il y a une interaction avec des données personnelles. Pas d'Internet. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Si tu as un calepin avec des noms marqués dessus, si tu as des archives physiques avec des données personnelles, c'est aussi pris en compte dans ce règlement. Ok. L'informatique est un domaine comme d'autres. Bon, ça touche quand même la question de la fuite, etc. La problématique est apparue essentiellement avec la question autour du support numérique. Moi, à un niveau éthique, c'est un sujet qui m'a intéressé quand il a été voté. Voilà, parce que je l'ai vu au travers des news que je regarde, comment dire, je connectais pas mal de choses à la BBC News, ce genre de choses, etc., Mediapart et tout. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est apparu au vote et qui, dans les news, s'est vu parce que des grosses entreprises, surtout des grosses entreprises étrangères, voilà, ont énormément communiqué dessus. Et donc, moi, je me suis intéressé à ça. En contre ou en pour? Alors, c'est pas une question de pour ou contre, mais en tout cas, ils ont été obligés de mettre des choses en place. Ok. En tout cas, mettre des choses en place d'un point de vue, je veux dire, de ce qu'on peut voir. Ça, je détaillerai après, mais le RGPD, il faut se souvenir qu'en fait, c'est une espèce... Alors, moi, je l'ai étudié quand il est sorti. Depuis, je l'ai pas relu. Mais au début, c'était, si je me dis pas de bêtises, 173 articles. Ouais, c'est fat. Qui en réalité donne la bonne conduite sur la gestion des données personnelles et qui en plus de ça donne
quelques éléments supplémentaires comme les risques et périls si on ne les suit pas. Donc la possibilité d'aller jusqu'à 2 ou 4% d'amende sur le chiffre d'affaires. Okay. Sachant que ça c'est soit 2 à 4%, soit jusqu'à 10 millions ou 20 millions. Donc si on veut frapper fort, théoriquement, même une entreprise qui fait que 100 millions de chiffre d'affaires, on pourrait lui dire c'est 10 millions et pas 2%. Parce qu'il y a aussi le fixe qui existe. Donc c'est quelque chose qui peut taper très très fort. Et la question c'est pourquoi ça peut taper très très fort et pourquoi moi éthiquement ça m'a intéressé. Parce que suivre les indications qui sont là, c'est respecter les individus. Aujourd'hui, on a énormément de choses qui traitent nos données sans qu'on le sache. Je conseille par exemple derrière nos écrans de fumée, une émission qui dévoile une partie des fonctionnements des grosses entreprises qui font en fait du suivi marketing et qui vont créer ce qu'on appelle des personas, donc des éléments de nous pour réussir à calculer à quel moment on sera plus ou moins ouvert à recevoir une publicité et à cliquer dessus, en gros, ou à être marqué par cette publicité. En fait, il faut se dire qu'en termes de psychologie, on a tous des biais, on a plein de biais cognitifs, en fait. Donc, un biais cognitif, c'est des choses où inconsciemment, on va être assujetti à potentiellement faire quelque chose contre notre pensée intelligible. On a plusieurs niveaux de pensée. Donc on a là on rentre un peu en psychologie, mais ça fait partie du domaine que je trouvais extrêmement intéressant. On pense parfois avec des mots ou des images dans nos têtes, mais en réalité, notre centre de décision, il prend en compte plein d'autres choses. On a les émotions, on a énormément de choses. Et donc, c'est pas parce qu'on pense à... par exemple, je sais pas, je suis fumeur, je dis « je ne veux pas fumer », et pourtant je fume une clope derrière. Parce que notre cerveau réfléchit à plein de niveaux, et la conscience que l'on a, la pensée intelligible, n'est pas maître. Donc, se dire « cette publicité ne marchera pas pour moi » ou « elle ne me marquera pas parce que je me suis préparé mentalement », ce n'est pas suffisant. Et en fait, s'il y a suffisamment de personnes qui travaillent avec suffisamment d'éléments sur comment mettre une pub au bon endroit au bon moment pour vendre à suffisamment de personnes, c'est pas pour rien et ça peut marcher. Ouais, donc peu importe les efforts finalement qu'on va mettre en résilience de consommation, il y aura des biais, il y a tellement de données qu'en fait il faut aller à la source et donc réglementer l'usage. Exactement. Et sauf que j'ai une mauvaise nouvelle, la réglementation ne permet pas de réglementer ceci. Aujourd'hui, les grosses entreprises peuvent faire tout ce qu'elles veulent. La seule chose que fait cette réglementation... Ouais, elle fait quoi cette réglementation ? Elle vient donc donner les bonnes manières de récolter les données personnelles des individus. Et en gros, elle dit à toutes les entreprises quelles sont les obligations, enfin tous les individus récoltant des données, morales ou réelles, physiques, qu'il faut prévenir ceux à qui on récolte les données de pourquoi et de pour combien de temps. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en dessous de tous les formulaires maintenant, où on va mettre un nom et prénom, une adresse mail, quelque chose comme ça, on va avoir un petit texte qui dit nous devons récolter ces données pour la durée du traitement, le truc. Alors les cookies, c'est encore autre chose, parce que les cookies, ça va être, ça va enregistrer encore plus de choses. Tu peux me dire pourquoi ce nom de merde de cookies, parce que... Alors pourquoi le nom cookie, je ne sais pas. Ah. Je pense que Wikipédia doit avoir une information là-dessus. Je mets quelqu'un dessus. Mais les cookies, en fait, ça fait partie un peu du RGPD, mais pas que, parce qu'il y a des réglementations spécifiques à ça sur le web, où on impose aux entreprises de définir quels sont les éléments qui sont tracés lors de la navigation. Et en vrai, on peut faire des sites complètement éthiques qui ne tracent pas les individus, et du coup, ne pas avoir une obligation à faire valider ou non des cookies. Donc quand il y a une entreprise qui dit « Oh, on est obligé de faire des cookies et d'avoir un pop-up, c'est nul, il faut arrêter de nous obliger à faire des trucs comme ça gâche l'image marketing », ben en fait, il faut dire à ces entreprises que très bien, arrêtez de récolter des données sur la navigation sans faire en sorte de limiter... comment dire, on peut récolter des données tant qu'on peut pas cibler les gens avec, en gros, je grossis le truc. Mais à quoi ça servira alors de la récolter ? Mais on peut récolter des données simplement pour savoir dans la masse combien de personnes a visité une page web, ouais, d'accord, voilà, et savoir les choses dans la masse.
Et c'est largement suffisant pour pouvoir après dimensionner des sites web, pour pouvoir faire attention à qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Quand on commence à mettre des cookies sur le site, ça veut dire qu'on récolte un peu plus que ça. Qu'on va garder par exemple l'adresse IP complète, ce qui veut dire qu'on va pouvoir géolocaliser le lieu où est l'individu qui utilise Internet. Donc l'adresse IP complète est devenue plus ou moins une donnée personnelle. Mmh. Une donnée personnelle privée, c'est une donnée personnelle, je sais pas pourquoi je dis privée, mais une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet de faire un lien entre un individu et cette donnée. Donc une adresse mail composée d'un prénom et d'un nom, c'est une donnée personnelle. Une adresse IP peut être considérée comme une donnée personnelle. Donc énormément de choses peuvent être considérées comme une donnée personnelle. Et donc le RGPD dit, vous pouvez récolter ces données. Par contre, vous devez informer ceux à qui vous prenez ces données de ce que vous allez en faire. Ça, c'est la première chose que dit le RGPD, et c'est ça qui a fait beaucoup de bruit. Parce que les cookies, les machins, les formulaires, Facebook, etc., ils ont été obligés de dire à quoi servent les données qu'ils récoltent, etc. Exactement. En fait, le RGPD, c'est avant tout de la transparence. C'est son plus gros point. Et ensuite, donc, on l'a dit tout à l'heure, une possibilité d'amende si on va pas au bout du truc. Et ensuite, c'est la gestion, c'est dire qu'il faut bien différencier certaines données. Il y a des données qui sont considérées comme étant plus impactantes que d'autres. Donc les données de la santé, par exemple. Et donc, il faut faire en sorte, les entreprises doivent absolument avoir des systèmes qui sont plus protégés pour des données qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, il faut qu'une entreprise garantisse un certain niveau de sécurité à l'accessibilité de certaines données. Okay. Alors, aux données globales, mais encore plus au médical. Donc, les hôpitaux ont été obligés de faire des coffres-forts virtuels, etc., de chiffrer des données pour pouvoir considérer que là... J'imagine que c'est la même chose, du coup, concernant le service public et la justice. Alors, est-ce que c'est la même chose? Je sais pas si c'est le même niveau. J'ai pas tous les niveaux en tête. Il y en a pas beaucoup, mais je ne sais pas. À partir du moment où c'est je pense que oui. Hein. Je pense que oui. De toute façon, tout est lié là à ce niveau-là. Et du coup, comme on peut pas faire ce qu'on veut de la donnée personnelle grâce à ce règlement, ça dit aussi que on peut pas dire sur le net, par exemple, un tel, je recherche un tel en donnant des informations sur une personne, ou un tel a fait ci, etc. Mais il faut savoir que le RGPD, par contre, a des articles qui précisent que un gouvernement peut faire des entorses à ça et mettre à la télé, par exemple, une recherche d'un individu. Mais si c'est pas quelque chose de gouvernemental, c'est quelque chose qui est complètement interdit, ça. De diffuser l'historique. De dire, cette personne-là est recherchée parce qu'elle a potentiellement tué quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les séries télé. Ça, c'est une entorse au RGPD parce que du coup... le one tick, tu peux plus. Et tu peux que si tu es un gouvernement et que tu as... qu'à un moment donné, je pense que derrière, il faut du juridique pour pouvoir justifier que c'est OK, quoi. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été un peu limitées. Donc ça, c'est Mais j'imagine aussi, du coup, la transparence... Enfin, sauf à ce que ce soit inclus dans l'accord de base, mais ça freine aussi. Est-ce que ça crée une relation, comme on pourrait dire en droit, personnel, c'est-à-dire, je te donne mes données à toi et à toi seul. Et donc, en fait, ça vient niquer la contre-diffusion. Genre, on négocie avec le capteur, mais le capteur se faisait son beurre en donnant à tous les annonceurs qu'il avait dans sa liste. Est-ce que le RGPD freine, ralentit ça? Eh ben oui et non, c'est-à-dire qu'il est obligé de dire qu'il va faire de la donnée. Mais tant qu'il dit qu'il fait de la donnée, il fait ce qu'il veut de la donnée si on coche la case qui dit que c'est OK. Ouais. Par contre, il y a aussi un droit qui a été ajouté, c'est le droit à la suppression de la donnée. Donc tous ceux qui récoltent de la donnée doivent mettre à disposition un moyen d'être contactés pour pouvoir récupérer la donnée et la faire supprimer. Et ça marche ça? T'as déjà eu des cas où t'as intervenu pour une entreprise en disant là, cette page Google... Alors, là où moi j'interviens sur les entreprises, c'est souvent de dire, ça va être sur la partie sécurité, où ce qu'on va faire, c'est que les premières choses qu'on a fait pour essayer d'être raccord au RGPD, ça a été de dire, les données personnelles, on va les regrouper
et on va faire en sorte que le reste, on fait ce qu'on appelle, on l'anonymise. Voilà. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre des cookies, d'afficher les cookies en clair, en pop-up, pour les faire accepter, si on fait que de l'anonymisation de tout ce qu'on trace, par exemple. Alors, il y a quelques détails. Les cookies, c'est spécifique. Il n'y a pas que les données personnelles dessus. Mais par rapport aux données personnelles, en tout cas, ça, c'est important. Et anonymiser, du coup, c'est une bonne solution. Donc, souvent, dans les bases de données, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, on garde des données, mais on les anonymise, on supprime le lien qu'il y a avec les personnes. Et quand on crée des systèmes d'archives, on augmente la sécurité. Si on peut pas les anonymiser, on augmente la sécurité et il y a moins de personnes qui peuvent y accéder. Pourquoi ? Parce que l'un des devoirs que le RGPD donne, derrière la transparence, à partir du moment où on a des données, il faut tenir un registre. Ah ouais. Un registre dans lequel on note partout où sont stockées des données personnelles et qui doit y accéder. Ce registre est maintenu par quasiment aucune entreprise. Voilà. Mais théoriquement, dans chaque entreprise, et pas que entreprise, hein, encore une fois, théoriquement, ça s'adresse aussi aux particuliers. Donc, on est tout détenteur de données personnelles, normalement, doit être capable de présenter où il stocke des données personnelles, comment elles sont stockées, et qui peut y accéder. Okay. Donc ça, c'est assez important, ce registre. Et derrière, il faut aussi fournir une analyse des risques. Voilà. Ça, c'est le dernier élément du RGPD. C'est, on récolte des données, pas n'importe comment. On prévient les gens de ce qu'on fait avec, pour combien de temps, etc. On donne un moyen de contact pour pouvoir réaccéder à vos données ou potentiellement demander la suppression de ces données. Ensuite, on fait un registre de ces données, on dit où sont les données personnelles. Comment on peut demander une suppression si on ne sait pas où elles sont passées ? Bah, théoriquement, on est censé être mis informé à partir du moment où on nous a récolté de la donnée. Oui, mais si de l'instruction, c'est vous en débarrasser, mais que tu n'as pas tenu ton registre à jour. Je sais pas où elle est. Du coup, ça, c'est l'autre partie, c'est comment on fait pour l'appliquer, tout ça. Alors, je termine pour souligner, donc, que, à la fin, on a une analyse. Normalement, quand on commence à avoir beaucoup de données, ça, c'est pas trop, les particuliers, on va pas leur bien demander une analyse, ça n'aura aucun sens. Mais les entreprises, surtout qui ont des données un peu avancées comme les données de santé ou juridiques, normalement, on est censé avoir une analyse des risques, de dire, OK, si quelqu'un rentre en effraction dans les locaux, à quoi il peut accéder? S'il y accède, comment je fais pour faire en sorte que ces données deviennent éventuellement, je pense qu'on dit caduques, faire en sorte d'annuler la valeur de ces données, si c'est possible. Tu vois, ou est-ce que on va supprimer la valeur marchande ou l'éventuel cas de mise en otage sur l'information. Voilà, exactement. Donc on va travailler à tout ça, à faire un peu des scénarios un peu catastrophes. Donc ça, c'est l'analyse des risques en fait. Et là, je précise que on rentre en effraction et tout ça parce que ça ne concerne pas que l'informatique. Donc oui, il y a la majeure partie des données aujourd'hui qui sont digitalisées, donc on va demander à des administrateurs système de créer des tâches automatisées pour anonymiser, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais il faut pas oublier que le papier est considéré aussi par cette réglementation. Ok. Et donc maintenant, tu m'avais posé quelle question ? Sur comment est-ce qu'on en assure l'effectivité s'il n'y a pas de registre ? Eh bien alors j'ai envie de dire, hélas, c'est un peu au bon vouloir des entreprises. C'est-à-dire que oui, ok, on a fait toute une réglementation. Bon, j'ai adoré l'étudier, j'adore l'éthique qu'il y a derrière tout ça. Par contre, fondamentalement, pour avoir fait plusieurs grosses entreprises que je citerai pas, Capgemini, Veolia, Sopra, Steria, je sais pas, j'essaie d'en citer plusieurs pour... C'est pas mal dans la 4, là. Hein ? C'est pas mal dans la cité 4. Ouais, bon, voilà. Ben, en fait, ils galèrent. Alors, ces entreprises-là profitent pas forcément des données personnelles, donc il y a pas de, à ma connaissance, moi j'ai jamais vu de crime grave dans ces entreprises. Mais par contre, je sais que sur la gestion des appels, par exemple, qu'on a des centres d'appels, c'est extrêmement complexe parce que il faut théoriquement avoir un système qui va venir cacher les numéros de carte bancaire aussi, qui sont des données qui sont critiques. Donc on enregistre l'appel pour prouver une vente, mais il faut qu'il y ait un système automatique qui vienne biper les numéros de carte bancaire ou biper certaines informations. Et tout ça, en fait, quand on gère des milliers d'appels et des milliers d'appels, et qu'il faut que les appels soient stockés pendant un certain temps en fonction du type d'appel, donc, parce qu'il y a d'autres lois derrière, il n'y a pas que le RGPD, mais quand on fait des ventes, il faut prouver que la vente a pu être faite, et ça, il faut garder le truc pendant 10 ans.
Mais par contre, la donnée personnelle, il faut pas qu'elle soit gardée pendant plus de 5 ans si on n'a pas prévenu, par exemple. Enfin, tu vois, il y a des trucs, il a fallu mettre accord un peu tout ça, entre les lois qui imposent des choses et voilà. Et comment on traite les données. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a personne pour vérifier ce qui est fait. Il y a personne. Il y a une branche du gouvernement qui s'appelle la CNIL. Ouais, qui s'occupe de ça. Et t'as déjà eu des cas où la CNIL, elle a tabassé fort? Alors moi, dans ma vie, j'ai jamais rencontré personne de la CNIL. J'ai eu des échanges de mails à une période quand j'ai étudié le truc parce que j'avais posé des questions sur le site web, mais dans la pratique de tous les jours, j'ai jamais vu la CNIL intervenir dans son entreprise parce qu'ils n'ont pas de budget aujourd'hui à ma connaissance. Le budget de la CNIL pour faire appliquer le RGPD, c'est rien du tout. Donc ils ne peuvent intervenir comme très souvent dans beaucoup de branches de notre gouvernement, ils ne peuvent intervenir que sur délation. En fait, ce qui va se passer, c'est s'il se passe quelque chose de grave, la CNIL va intervenir et eux, ils auront autorité d'aller vérifier si tout ce qui a été dit a été appliqué. Mais avant ça, j'ai eu en interne dans certaines grosses entreprises des groupes qui s'amusaient à faire des tests pour prouver qu'ils faisaient ce qu'il fallait, etc. Mais en fait, souvent, c'était plus un moyen de bien apprendre à faire joli que à faire bien. Et c'est pas tout à fait pareil. Bon, bah ça, c'est sur la distance. Ça, c'est par rapport aux grosses entreprises. Donc, t'interviens aussi sur des plus petites. Alors là, le dialogue, il se passe comment par rapport au RGPD? Alors moi, je suis pas, aujourd'hui, en tant que RSI, du coup, je ne me positionne pas du tout comme le référent RGPD. Il faut savoir que normalement, dans chaque entreprise, il faut avoir alors c'est un nom spécifique que j'ai oublié d'ailleurs, mais il faut avoir un référent RGPD nommé. Je crois que ça s'appelle le délégué. Ouais, il me semble que c'est ça aussi. Et du coup, moi, je me positionne pas du tout là-dessus, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est pas de l'informatique. Ouais, mais bon, ça concerne quand même l'enjeu majeur principal, c'est quand même l'informatique. Ouais. Oui et non, parce qu'en fait, c'est pas celui qui met en place. Moi, quand je vais mettre en place un drive, tu vois, je vais mettre en place, je sais pas, moi, j'installe un Nextcloud. C'est un système open source qui permet d'avoir un gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc, tu peux créer des dossiers, stocker plein de données dedans. Moi, je le crée en interne de l'entreprise. Je n'ai aucune donnée personnelle, moi, j'en ai pas besoin. Je peux créer des comptes même qui sont anonymisés, donc les gens qui utilisent le logiciel, même moi si j'ai envie, je mets pas leur nom. Je leur donne des comptes qui n'ont rien à voir avec leur nom. On peut pas faire de lien entre eux et ça. Mais par contre, les RH dedans, c'est eux qui vont créer un dossier dans lequel il va y avoir les noms des individus. C'est eux qui vont créer un dossier dans lequel il va y avoir les fiches de paie. C'est eux et c'est à eux de remplir le registre. C'est à eux de savoir où est-ce qu'ils mettent leurs données. C'est pas à celui qui met en place le drive. C'est au délégué de mettre en place une arborescence cohérente avec l'entreprise. Et en fait, la mise en place de l'arborescence n'est pas technique en soi. Donc, je veux dire, la plupart des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont digitales peuvent créer un dossier et du coup dire, bah voilà, je crée un dossier et c'est là-dedans qu'on va mettre les données personnelles. Oui, mais c'est immense, le champ des données personnelles. C'est immense, ouais. C'est pour ça qu'en réalité, c'est quasiment pas applicable. En tout cas, personne ne peut être raccord à 100%. Et la plupart des PME n'ont pas de registre. Mais ça a quand même eu un effet positif. En fait, l'effet positif pour moi, c'est le fait que ça donne l'opportunité à chaque individu de réaliser qu'il y a des données qui sont récoltées. Parce que... pédagogique. Voilà, exactement. En termes d'image, ça a fait parler. Et donc, ça a permis de... Sensibiliser exactement chacun sur le fait que quand on utilise un ordinateur, nos données sont, en réalité, sont utilisées. Pas forcément avec notre accord. Mais c'est pas parce que le RGPD est là que Facebook peut parler. Enfin, il n'y a rien qui dit... En fait, quand on est sur un site web, que l'information est récoltée, moi, aujourd'hui, je suis capable de regarder le code source d'une page web, il n'y a pas de problème. Je pourrais même te montrer, c'est très simple avec un navigateur. Donc, tu peux voir tout le code source qui est sur la page web. Et quand tu as une requête, donc un élément qui va être pris et partir sur un serveur, tu envoies une donnée au serveur. S'il y a marqué en texte, une phrase texte qui dit « Les données que vous envoyez seront utilisées à ça », c'est que de la bonne foi, parce que tu ne peux pas savoir ce que le serveur va faire avec. La donnée, elle peut être dupliquée partout, elle peut être réutilisée, et on sait aujourd'hui qu'il y en a qui jouent pas le jeu, parce qu'il suffit de voir le nombre de fois où on est appelé avec des démarches commerciales par des entreprises,
qu'on n'a jamais contactés. Ouais, et donc c'est par ce biais qu'ils l'obtiennent. Bah, du coup, ça va être par le biais de certaines entreprises ou certains sites web qui vont récolter les données, qui vont dire potentiellement pour faire beau, je récolte la donnée, mais c'est que pour le traitement par exemple. Interne, voilà. Voilà, le traitement interne, voilà, une bêtise, quoi, quelque chose d'innocent. Et derrière, qui vont potentiellement revendre ce pool. Et ouais, et ça vaut cher? Alors, moi, je ne suis jamais allé sur le marché noir des données, mais je pense qu'un pool de données conséquent, ça doit valoir beaucoup d'argent, ouais. Ça dépend. Quelle publicité moderne repose là-dessus? Eh ben oui, exactement. En fait, aujourd'hui, le grand défi, c'est le ciblage publicitaire. Et c'est pour ça, moi, que d'ailleurs, j'adore la communication, j'adore plein de choses, mais je ne monétiserai jamais une vidéo sur YouTube tant que la monétisation existe grâce à la pub. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la publicité a gangréné tous les systèmes et on nous fait penser que c'est OK. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qu'on nous fait subir. Et donc, c'est pas du tout pour moi quelque chose qui est OK. C'est quelque chose, c'est un système qu'on a mis en place qui a pris tellement d'importance qu'on pense que c'est le système par défaut, quoi. Et donc, aujourd'hui, quand on est YouTubeur et qu'on gagne de l'argent grâce à YouTube, en fait, on est juste un enfant de la pub. On est une pancarte publicitaire. C'est-à-dire qu'on est l'homme saucisse des années 80 dans la rue, mais sur le net. Et ça, on l'oublie souvent. Et c'est pour ça, après, qu'il y a quand même des gens qui essayent d'utiliser YouTube en ne faisant pas de la monétisation des vidéos, mais en mettant des liens pour être sponsorisés par ceux qui regardent, par exemple, ou quoi. Et c'est pas mal, déjà. Mais si on voulait aller plus loin, il faudrait essayer d'utiliser des systèmes différents, comme Vimeo, où il n'y a aucune publicité. Mais ça, c'est plus compliqué parce qu'ils ne référencent pas eux-mêmes leurs vidéos. Alors, DuckDuckGo, c'est un système de recherche qui va faire en sorte que les données de recherche ne soient pas captées par les autres moteurs. Et du coup, moi, j'utilise souvent DuckDuckGo. Ok, à choisir ton moteur de recherche. DuckDuckGo. Ok, voilà. Ouais. Ou alors éviter d'avoir un moteur de recherche, c'est-à-dire passer par ces marque-pages, etc. Exactement. Évidemment, quand on sait quel site on veut atteindre, ça ne sert à rien de retaper le nom dans un moteur de recherche. Ça génère de la pollution, en vrai, parce que ça a beaucoup de données qui transitent pour rien. Et après, j'ai envie de dire que, par contre, dans l'informatique, quand on fait de la recherche, en fait, quand on fait du débugage, des trucs comme ça, c'est important d'utiliser plusieurs navigateurs. Donc, j'ai pas envie de dire il faut utiliser que DuckDuckGo. C'est-à-dire que DuckDuckGo, moi, c'est mon truc par défaut. Si je trouve ce que je veux, c'est bon. Et le pire? Mais sinon, j'en utilise plein d'autres. Chrome? Alors, Chrome, du coup, ça, c'est le navigateur. Google, du coup, serait le moteur de recherche. Oui, j'utilise plutôt Firefox que Chrome, surtout récemment parce que Chrome, ils ont commencé à une politique où ils font en sorte de supprimer les extensions anti-publicité, vu que il faut rappeler que Google est propriétaire de YouTube, donc les systèmes anti-publicité, ça les embête très très fort. Donc je ne conseillerais pas Chrome. Après, est-ce que en soi, le moteur de recherche Google est extrêmement performant, on peut pas dire qu'il est mauvais, quoi. Et au contraire, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est mieux que Bing. Si je devais bien déconseiller un moteur de recherche, ça serait le moteur Microsoft Bing, ouais. C'est mieux que Yahoo. Yahoo, je crois qu'il est même plus en fonction. Yahoo qui avait refusé l'intégration de Google, d'ailleurs. Et tu parlais aussi, du coup, que ça avait une dimension sur support physique. Ouais. Donc c'est quoi? C'est les dossiers, tu les fous sous clé? Si elles contiennent des données... À partir du moment où il y a une date de naissance? Alors, une date de naissance, s'il n'y a pas un nom à côté, elle sert à rien. Ouais, mais c'est assez rare. Ouais. C'est assez rare qu'on ait une date... Ça serait une forme d'anonymisation. Ça veut dire que tu aurais supprimé le nom et le prénom, mais juste gardé la date de naissance parce que tu en as besoin pour tes recherches. Ouais. Et donc, du coup, dans une bonne pratique, je sais pas si du coup, tu as dû intervenir dans des structures, mais oui. Cabinet d'architecte, cabinet d'avocat, au hasard, médecin, etc. Donc, c'est quoi? Il y a que des armoires avec code ou à clé. Ouais. Concrètement. Tout ce qui contient de la donnée personnelle, théoriquement, il faut en prendre soin comme si ça valait, ça valait la vie de quelqu'un, en fait. Parce que tu as déjà eu des cas où, genre, on a forcé la porte de tel cabinet, pour piquer des noms. Je sais pas, moi, par la perquisition sur les locaux de la France Insoumise. Alors, moi, est-ce que j'ai déjà eu des cas? Non. J'ai déjà eu des cas de vol de données, oui. Est-ce que c'était pour les données personnelles? Je ne saurais dire. J'ai déjà eu des cas de serveurs qui... Alors, c'est pas moi qui les gérais, mais ça aurait pu arriver même si ça avait été moi. Des serveurs qui ont été chiffrés. Et donc, ça s'appelle les ransomware.
Ça part quelque part. On chiffre quelque chose, on empêche l'accès, et en fait, on va demander à ce qu'on nous paye pour récupérer la clé pour déchiffrer les éléments. Donc ça, c'est un peu criminel informatique, des hackers noirs. Ah ouais, les vilains. Ouais, grand méchant loup, mais bon. Et tiens, mais justement, on parle de quand même le règlement, ce règlement-là, bon, c'est quand même une œuvre normative européenne. Ouais. On n'a pas eu non plus 800 000 qui nous tombent et qui, entre guillemets, impactent au quotidien. C'est bientôt les élections européennes. Toi qui t'étais versé sur ces questions-là, je sais qu'il y a le parti pirate qui a l'air d'être assez... Voilà, est-ce que là-dessus, tu as quelque chose... Enfin, est-ce que toi, tu as une critique du RGPD qui dirait « Ah, ça serait bien si on faisait comme ci, comme ça ». Et d'ailleurs, il y a des gens qui se bougent. Tel Assos, tel lobby, qui est la notion péjorative derrière, hein, mais des démarches, parce que quand même le truc commence à sur 6 ans. Bah alors, moi je pense que c'est plutôt bien écrit. Alors j'imagine que il y a plein de termes sur lesquels on peut chipoter, et tu vois. Mais l'idée générale est vraiment bien écrite. Ok. On n'a pas, pour moi, il n'y a pas une grosse faute. On est sur quelque chose qui est cohérent. Après, peut-être qu'il faudrait plus d'indications. Après, il y en a peut-être eu d'ailleurs fait par la CNIL, hein. Plus d'indications pour réussir à faire un bon registre. Peut-être un peu plus de bonnes pratiques, au moins sur la partie digitale, parce que je pense que c'est un peu complexe à appréhender, surtout pour des petites assos ou quoi. Donc je pense qu'en termes de communication, on peut faire des choses, mais c'est pas au niveau européen, ça serait plutôt au niveau de la CNIL. Mais bon, comme pour tout, il faut avoir des moyens, donc je ne les blâme pas de pas forcément faire beaucoup de communication. Et après, je pense qu'il faut... c'est pas au niveau du règlement qu'il y a des choses à faire pour moi. Pour moi, c'est au niveau des entreprises, en fait, à qui on laisse tout droit, surtout sur la partie mercantique. Et aujourd'hui, c'est surtout là-dessus qu'il faudrait ajouter des réglementations. Il y en a dans certains pays qui ont été mis en place. Par exemple, il y a la loi contre l'obésité. Pareil, quand on fait des recherches sur Internet, faut pas hésiter à essayer d'autres langues. Ça permet d'avoir d'autres résultats. Et la loi contre l'obésité qui est passée au Chili en 2015, je crois, est hyper intéressante. Elle est en plusieurs volets. Ils ont mis 4 ans à réussir à la faire passer, parce que les lobbyistes faisaient tout pour qu'elle passe pas. Donc les pays d'Amérique du Sud, et pas que, hein, à partir du Mexique, hein, de toute façon, ont été pas mal gangrénés par des habitudes alimentaires promouvues par les Américains. Donc ajouter beaucoup de sucre dans tout pour que ça fasse plus de volume et qu'on paye très cher au kilo, alors que le sucre on le produit pour peu. Au début, c'était fait avec le gras. Il y a eu une loi contre le gras, donc tout a été fait avec du sucre. Il n'y a jamais eu aucune loi contre le sucre. Du coup, dans les pays d'Amérique du Sud, ils ont beaucoup souffert de ça. Et ils se sont dit, on va faire une loi qui va nous protéger un peu. Et donc, ils sont allés dire, en fait, aux grosses entreprises, on arrête les conneries. Ouais, c'est trop dangereux. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer des choses. On va limiter votre marketing. Maintenant, on va créer un gros logo noir qui va se voir. Ça va être le même pour 4 domaines différents. Si on dépasse un certain taux de sucre, soit au gramme, soit au millilitre, ou alors si on dépasse un certain taux de calories, ou alors si on dépasse un certain taux de... donc il y a le sucre, les calories, les graisses saturées et le sel, je crois. Ben, à chaque fois, on va afficher un de ces gros logos, avec écrit dedans qu'est-ce qu'on met. Et donc, ils ont imposé ça, ce qui fait que sur les packaging, maintenant, si tu vois une bouteille de Coca, tu vas avoir 3 gros logos. Et en fait, ils ont fait une éducation par ce qui marche très bien par les enfants. Ils leur ont appris, un logo, ça peut être OK, 2 logos, c'est dangereux pour la santé. C'est fort, ça. 40% de ventes en moins sur c'est en moins de efficace. 5 ans, parce qu'en fait, on marque les esprits. Et là, on dit, en fait, c'est pas parce que tu es une entreprise et que tu veux faire une image de marque que tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui comme tu veux. Donc maintenant, tu vas être obligé de mettre en place quelque chose. En Europe, on a fait un indicateur ABCDE à la con qui n'est pas obligatoire et qui est calculé sur un ensemble de données un peu nul. En gros, c'est pas clair comme là. Là, il y a un gros logo en forme d'hexagone, il me semble. C'est fait, quoi. Et du coup, bam, tu le vois. Et tu dis un logo, OK, 2 logos, pas OK. Boum. Mais ça c'est pour
la partie avertissement. Et ensuite, il y a la loi, bon, il y a plusieurs éléments, mais l'un des éléments qui est important, c'est on interdit de lier la bouffe à des jouets ou à des personnages animés. Donc, plus de paquets de céréales avec Riku ou je sais pas quoi, là, plus de Toupie Beyblade dedans, plus de chocolat avec des jouets dedans, voilà, pour plus vendre des produits qui sont en réalité ultra sucrés et nocifs à la santé, que c'est ok si on en mange un peu de temps en temps, mais c'est pas ok si on pousse la vente à la consommation, surtout en ciblant les enfants. Donc en fait, ils ont limité des entreprises sur le ciblage des enfants. C'est le seul article à la sortie de la loi qui a été vu en France. Il a été relayé par 3 ou 4 journaux à la con. Si on sort la loi contre l'obésité en français sur Google, on tombera sur un article qui dit « Le Chili interdit les Kinder Surprise aux enfants ». Voilà, c'est la seule chose qui a été communiquée en France. Si après on fait Los alors du coup, je parle pas très bien espagnol, mais on traduit loi contre l'obésité en espagnol, on tombe sur le site officiel du Chili, et moi je suis allé lire du coup, avec à l'aide de traducteurs, la loi contre l'obésité, que j'ai trouvé très très intéressante. Donc pour moi c'est plus de lois comme ça qu'il faut, des lois où on vient empêcher le marketing de faire des choses, parce qu'en fait on pourra quasiment jamais empêcher la récolte des données et le fait que ça soit traité en secret. Oui, puis par contre, on n'est pas vigilant comme consommateur. On n'est pas vigilant, et puis de toute façon, à partir du moment où c'est fait sur des choses qu'on ne voit pas, il faut agir sur ce qu'on voit. Donc agir sur ce qu'on voit, ça veut dire agir sur les publicités qui sont faites. Et tu vois, on devrait dire, sur YouTube, là moi j'ai vu des vidéos, des fois toutes les 5 minutes, t'as 12 secondes de pub. Genre moi j'ai des jeunes, là ils regardent des vidéos où t'as de plus en plus de pubs en plein milieu de tes vidéos, etc. Et ça, il va falloir qu'il y ait des lois à un moment donné qui disent stop. Il y a le Facebook qui commence à manger aux États-Unis des lois parce que Facebook, là moi je l'ai ouvert il y a pas longtemps, t'ouvres Facebook, j'ai vu 2 annonces sur 100, vraiment sans mentir, hein, sur 100 messages, sur 100 messages, il y avait 2 trucs de mes proches. Et le reste, 98, c'était sponsor, publicité et les liens que vous pourriez aimer, voilà, que des trucs qui me concernent pas en fait, qui sont que du ciblage. Alors moi, j'ai supprimé mon compte Facebook depuis, ça c'était il y a quelques mois en arrière, mais parce qu'en fait ils vont trop loin dans les publicités, il y a personne qui leur dit rien. Donc c'est surtout sur ça où pour moi il faut agir, parce que la récolte de la donnée c'est compliqué. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les publicités qu'il y a à la fin. Et là où on peut agir, c'est de dire on fait plus ça. En France, il y a des lois. Il y en a très peu. Tu as des trucs pour essayer de, je sais pas, des add-ons, des applis pour... Moi, je ne peux que conseiller de mettre un AdBlock Plus, par exemple, ou des ad blockers. Ad, ça veut dire publicité en anglais, hein, donc blocker, ça veut dire le fait de bloquer quelque chose, donc AdBlock. Ça, c'était le premier, AdBlock Plus, et il y en a d'autres. Mais oui, il faut des extensions sur un navigateur, donc utilisez plutôt Firefox que Chrome, parce que Firefox a plus d'extensions pour ça. Et après, il existe des trucs qui sont plus ou moins legit, mais par exemple, il existe une application qui s'appelle NewPipe qui permet d'accéder à YouTube comme si on avait un YouTube Premium. Ah bah putain, j'aurais dû le savoir avant de l'acheter. Ouais, alors c'est pas très légal, hein. C'est pas très. Donc on le trouve pas sur. C'est une application pour Android. On la trouvera pas sur le Play Store. Mais on peut télécharger des applications en téléchargement directement. L'APK, donc c'est comme un fichier exe mais pour Android, c'est un point APK. Ça, on peut le télécharger sur le net. Ok. Ça, c'est sur les données informatiques. Du coup, tout ça, que ce soit le support physique ou le support numérique, comment est-ce que, du coup, dans un cabinet d'avocats, tu dirais, bon, les copains, donc les dossiers physiques, tu dis, tout ça, placard à clé. Ouais, une armoire définie. Voilà, tu te dis, tout ça, ça peut donner... En gros, tu te dis, partout où il y a potentiellement des données privées, tu vas mettre à clé. Alors, en fait, à clé, ça peut être la porte du bureau qui ferme à clé. C'est pas forcément les armoires qui ferment à clé, techniquement. Ah, c'est intéressant. Ben oui, il faut que le lieu soit protégé. À partir du moment où tu sais que ton lieu est protégé... Non, mais par exemple, mais mettons, je fais venir des clients tiers et qu'il y a des noms de dossiers. Théoriquement, ils devraient jamais être accessibles à des invités, je dirais. Là, moi, si tu me laissais 5 minutes dans ton bureau alors que tu sais qu'il y a des dossiers auxquels je pourrais accéder, il faudrait pas. Il faudrait que tu me surveilles tout le temps.
Ou alors, du coup, tu fais en sorte d'avoir tout le temps un bureau rangé et pas de données. Surtout pas de mots de passe cachés sous un clavier ou mis sur un post-it. Si on veut avoir des mots de passe quelque part, le mieux, c'est d'avoir, par exemple, un logiciel type KeePass. KeePass, qui est un logiciel open source qui nous permet, c'est un porte-clés, on appelle ça. Okay. C'est un logiciel sur lequel on va enregistrer nos mots de passe. On se souvient d'un seul mot de passe, ça nous permet d'accéder à tous nos autres mots de passe qui sont enregistrés et chiffrés. Ah ouais, intéressant. Voilà. Et donc on essaye de pas utiliser des post-it. Voilà. Ça c'est très important. Surtout que KeePass, si on peut le régler avec un Windows pour s'ouvrir avec le mot de passe de session avec Windows. Donc on se souvient que d'un seul mot de passe, c'est le mot de passe de notre session qui va être aussi le mot de passe de notre KeePass, par exemple. Et tous les mots de passe sont transformés, sont substitués par un truc. C'est comme un Bitly. C'est au lieu d'avoir le lien, original, tu vas en avoir beaucoup plus court. Mais là, c'est t'as ton mot de passe, mais pour chaque site, ça sera une combinaison impossible ici à se souvenir. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai sur 99% de mes mots de passe. Je ne connais pas mes mots de passe. J'ai des applicatifs qui les connaissent pour moi, mais qui sont sécurisés, auxquels il faut accéder avec un mot de passe que je connais. Donc ce RGPD, en définitive, quand même, t'en retires que c'était quand même plutôt une avancée. Ouais, clairement. Voilà. Qui a permis aussi d'installer un sujet. Tout à fait. Les gens sont quand même conscients de la donnée. Maintenant, sont-ils conscients de la portée de ce que l'on peut faire avec la donnée? Mais c'est ça le plus dur. Et puis en plus, on a tous un peu d'ego et c'est hyper difficile de se dire qu'on peut se faire avoir. On a tous plutôt envie d'avoir tendance à dire non, moi ça va. Un homme prévenu en vaut 10. Ouais. Mais ouais, donc toi au niveau sur cette position-là, avec le recul, donc ça fait 6 ans que ce machin est là, tu dirais qu'il y aurait lieu à le réformer ou d'investir davantage pour le rendre véritablement applicable, parce que c'était un peu ce que tu dénonçais, c'est qu'en réalité, bon, il y a pas mal de trucs, le coût du registre, etc. Les entreprises ne jouent pas le jeu. Mais pour moi, le RGPD, c'est une bonne conduite, il faut la garder telle quelle, ou on peut l'améliorer, j'imagine. Je suis pas assez spécialiste pour dire si tous les articles sont bien, mais en tout cas, pour moi, il faudrait pas investir plus de moyens dans ça, parce que ça, c'est posé. Le RGPD, il est posé. Non, mais dans le contrôle. Il faut investir des moyens, mais même pas dans le contrôle du RGPD. Il faut investir dans les moyens, pour moi, dans ce qui se voit, dans ce sur quoi on peut agir. Parce qu'en fait, c'est exactement comme la loi qui voulait interdire, c'était quoi? C'est pas Adopi, la loi là contre le piratage. Elle est toujours là. Ça a coûté des millions. Et il y a combien de procès qui ont été gagnés à partir de cette loi? 2,5? Non, pas grand-chose. Genre, rien. Alors que ça a coûté une tonne d'argent à mettre en place. Mais parce que c'est pas là-dessus qu'il faut mettre les budgets. Il faut mettre les budgets sur ce sur quoi on est capable d'agir. Si on n'est pas capable d'agir dessus, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc dire, on va aller surveiller toutes les entreprises de France pour voir s'ils ont bien géré les... Non, on va faire en sorte de les bloquer. C'est-à-dire que si on voit qu'ils commencent à utiliser les données à mauvais escient, c'est là où on les bloque. Ce qu'on va bloquer, c'est les gens à qui on laisse des numéros de téléphone qui permet de faire on a tous été appelés commerce, cocktail, hein. Et ça c'est pas ok. En fait, ça c'est pas ok. C'est pas ok que ça soit nous individus qui nous sommes à bloquer nos appels. En fait, on devrait juste interdire ce type de pratique. Et donc, c'est le gouvernement qui devrait mettre en place ce qu'il faut pour que dès qu'un numéro est tagué comme étant un numéro qui vient importuner les gens, hop, on le bloque. Et du coup, plus personne ne reçoit d'appel de ce numéro. Et au bout d'un moment, on va arrêter d'être appelé, hein. Et même si les entreprises sont à l'extérieur du pays. Et donc, pour moi, les actions, c'est plus important de les mettre sur ce qu'on voit. Donc, le risque, quel est le risque si on chope nos données? C'est qu'on les utilise contre nous. Donc, pour ne pas qu'on les utilise contre nous, ce qu'il faut, c'est bloquer les choses sur lesquelles on peut les utiliser. Plutôt que d'essayer de bloquer la donnée, qui dans tous les cas va être très compliquée à contenir. Même si il faut garder un effort et une responsabilité en tant qu'individu et entreprise quand on récupère des données personnelles. Il faut savoir les classer, il faut faire en sorte de les protéger, il faut faire en sorte d'avoir une idée de l'impact que ça peut avoir si on nous prend ces données. Comme ça nous permettra d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si un jour on se rend compte que la donnée est prise. Et ouais, en réaction. Et oui, parce que... Et en fait, la réaction, c'est le problème. C'est qu'il faut éviter les réactions. Il faut être dans l'action, pas dans la réaction. Donc, il faut prévoir le problème avant qu'il arrive. Comme ça, le jour où ça arrive, donc, on n'est plus à réagir.
Et ça marche pour ton Keep machin là. Ça marche aussi pour des logiciels, enfin des programmes internes qui seraient pas nécessairement sur Internet. Alors KeePass, c'est un porte-clés, donc en gros c'est un logiciel dans lequel tu vas mettre tes mots de passe qui va les chiffrer, et du coup si tu essaies d'ouvrir le fichier, tu pourras pas si t'as pas le mot de passe initial. Donc c'est juste une espèce de petite base de données qui est chiffrée. Voilà. Donc tu peux enregistrer tous les mots de passe que tu veux dedans, et après il existe même des petites solutions pour mettre directement des liens, pour que tu cliques dans le KeePass et que ça ouvre directement la bonne page ou quoi. Ça c'est juste un moyen de toi pas marquer les mots de passe sur ton post-it, quoi. Ok, intéressant. Tu vois quelque chose pour lequel on n'aurait pas... Bah du coup on a un peu été autour de tous les sujets pour moi du RGPD. Je pense pas qu'il y ait énormément de choses à dire plus dessus. C'est vraiment un truc qui est utile. Il faut en avoir conscience, et après il faut pas essayer de faire de la merde avec les données des autres gens. Voilà. Il faut être conscient que ça a une valeur et que ça peut avoir une grave conséquence, quoi. Exactement. Je pense que c'est ça sur la conclusion du RGPD, quoi. Donc la suite, ça serait de faire des cours d'éducation civique sur les données. Ouais. En fait, pour se rendre compte de ce nouvel espace public qui est Internet, mais au-delà de ça, en fait, de l'enjeu qu'incarne la donnée personnelle, et qu'en définitive, intéressé économiquement ou non, on est tous comptables. Dans sa diffusion comme dans son dépôt. Exactement, ouais. On est tous comptables. Et oui. Et puis il faut, quand on entend ce podcast qui, pourrait être énormément raccourci si on voulait juste donner les informations très claires, hein. Mais peut-être partager ce podcast ou en partager d'autres. Il y a des gens qui en parlent. Juste dire aux autres, ces données personnelles, elles ont de la valeur. En fait, on ne demande pas si elles en ont ou pas. Arrête de réfléchir. Elles en ont. Elles ont non seulement de la valeur, mais en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est bon, vas-y, je te les accepte, les cookies, au final, je m'en fous. Mais non, mais le truc, c'est que c'est utilisé contre toi et par des procédés qui sont plus forts. Donc, c'est aussi l'apprentissage d'une forme d'humilité par rapport à un outil qui dépasse. Et la première façon pour résister à un truc qui nous dépasse individuellement, c'est de sortir du déni. C'est beau, ça. Putain. T'aurais dû t'enregistrer. Mais depuis le début. Depuis le début. Mais écoute, franchement, super intéressant dans un monde auquel, comme un peu l'éducation spécialisée, dans lequel je suis pas du tout versé là-dedans. Et c'est vrai que ça ramène à l'essentiel. Et donc voilà, de réfléchir. Bon, beaucoup d'avocats utilisent des clouds à part, donc ils supposent déjà faut ouvrir l'ordinateur, faut ensuite passer les mots de passe, etc. Mais vraiment pas avoir beaucoup de fichiers sur les bureaux, sur des dossiers qui sont directement assis. Bon bref, être conscient de tout ça, parce qu'il y a encore, comme avocat, mais comme tant d'autres, architecte, dès qu'on a de la donnée personnelle, être conscient de ça, quoi. Et ouais. Et sur la partie compétitive, j'ai envie de te dire, c'est hyper intéressant, pour ceux qui aiment bien l'argent, c'est bien, parce que souvent ça c'est intéressant. Se rappeler que ceux qui font du business avec des données, mais si on leur prend leurs données, mettons je suis pisciniste, j'ai toutes mes données qui sont stockées, je fais pas très attention, et un petit malin qui vient me prendre les données et qui les donne à mon concurrent direct, du coup tous les besoins de mes clients, il les connaît, et donc il va pouvoir les démarcher avec un ciblage parfait. Donc peut-être que les données sur qu'est-ce que je fais avec quel client, je suis pas obligé de les garder liés. Et comment, peut-être alors qu'on se rend pas forcément compte du danger, mais accepter un cookie, mettons. Alors ça c'est ou j'en sais rien, on coche le truc. Ok. Coche le truc. Ça va jusqu'où? Ça va dans l'historique de navigation, ça va dans les habitudes de navigation, ça va dans le profil de navigation. Alors ça encore du coup c'est plus sur la surveillance des navigateurs, c'est pas vraiment le RGPD. Mais là tu me parles de aller dans la forteresse. Alors toi en tant qu'individu tu pourras aller nulle part. Les entreprises leurs serveurs sont très bien fermés et elles font ce qu'elles veulent avec. Il y a un autre domaine de l'informatique qui est à côté du système et à côté du développement qu'on a appelé la big data. Donc c'est la big data, c'est recevoir plein d'informations, la traiter pour réussir à avoir pour en sortir, on va dire, des schémas, souvent, pas forcément, mais bon, pour simplifier, qui vont nous indiquer des tendances, des trucs comme ça. Et ça va servir à faire du ciblage un peu de masse, par exemple. De dire, en France, c'est le moment de sortir le prochain épisode de machin, parce qu'on voit qu'il y a globalement moins de gens qui regardent. Très concret.
je suis un petit entrepreneur, j'ai mes devis de pisciniste, un petit doc là. J'ai un nouveau dossier, clac, devis 2024. Voilà. Hop, je mets là-dedans, il y a Madame Dupont, il y a Monsieur Martin, ce truc-là. Et je suis posé sur mon bureau. Prosicode, à côté d'une photo de mon épouse. Comment on me le pique? Est-ce que c'est facile à piquer? Ou est-ce que ça suppose un hacking particulier? Ou est-ce que le simple fait de se balader, j'en sais rien, je vais sur un site de streaming à la con. Et en fait, sans m'en rendre compte, je vais avoir une espèce de verre de dune là, qui va se ramener, il fait des trucs, et alors il va le caler quelque part, ça va aller je sais pas où, et puis quelqu'un qui aura l'école pourra éventuellement aller le récupérer de là. Comment en fait ça sort du bureau? Alors, comment ça sort du bureau? Il y a tellement de manières. Alors moi je suis pas hacker, mais je suis pas. Ça se hack. Je suis pas à fond dans la sécurité. Bon alors le mot hacker. Oui, je sais, tu avais fait un développement. On sait que c'est pas forcément le mot le plus. On va dire pirate méchant. C'est voilà, on a un pirate méchant. Il veut voler des données. Comment il fait? Alors il y a plein de moyens. Très souvent, le plus simple pour lui, ce sera un acte physique. Souvent, le hacker, en fait, il va venir mettre une clé USB sur un PC. Quoi. Donc déjà, la première chose, on ne branche pas du matériel dans des réseaux d'entreprise qui ne vient pas de l'entreprise. C'est pour ça qu'on va pas, si on reçoit un client et qu'il nous dit, vous pouvez m'imprimer ça, s'il vous plaît, c'est sur ma clé USB? Non. Tu veux que je t'imprime ça? Envoie-le-moi par mail. Souvent, je vais avoir un système mail qui va vérifier en amont. Ok, donc premier conseil pratique, pas de périphérique externe. Jamais de périphérique externe. Ça, c'est la base. Ok. Ensuite, jamais de fichier exécutable. Et pourquoi? Parce que genre, t'as des clés USB programmées pour en mode silure style? Ouais, alors ça marche pas forcément comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que moi je connais, c'est des choses qui ne fonctionnent plus. Parce que du coup, moi, je m'amuse des fois à lire ce qu'on appelle les changelogs et les mises à jour, pourquoi ça a été mis à jour, etc. Et donc, il peut arriver sur des systèmes à une époque, tu vois, sur XP par exemple, tu pouvais, sur le tout début des données, la donnée a un ordre en fait dans la clé, et en fait, c'est pour ça que des fois, tu achètes un truc qui fait 500 gigas et tu n'en as que 492, tu vois. Toute la donnée n'est pas exploitable parce qu'en fait, il y a des choses qui sont utiles pour connaître. Au début, tu as les informations du disque, comment il est formaté, etc., etc. Il y a énormément de données. Et en fait, dans des parties qui sont directement interprétées par le Windows et pas lues par l'utilisateur, mais interprétées directement, en fait, à une époque, on pouvait mettre un code qui fait que on piratait l'ordinateur parce que automatiquement, cette partie-là du disque était exécuté par l'ordinateur quand le branchement était fait. Ok. Donc ça, tu vois, ça c'est un vieux truc. Et donc, là, les gens mettaient un petit code qui faisait une brèche. Qui disait, par exemple, j'ouvre sur l'ordinateur, l'ordinateur a ce qu'on appelle un pare-feu. C'est un truc qui va empêcher les connexions. Des trucs sortants. Et ben, par exemple, ça va être un petit code qui va dire, j'ouvre le pare-feu à tel port. C'est le Bukai qui trouve la faille dans le gouffre de Rennes. Exactement. Ceux qui ont la rêve. Il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas la rêve. Ok, donc ça, pour être un truc de périphérique, j'imagine tout ce qui est phishing, accepter des liens chelous qu'on reçoit. Donc tout ce qui est exécutable. Ouais. On n'exécute rien sur le PC à partir, donc les points exé, à partir du moment, parce que ça, en fait, quand on exécute quelque chose sur le PC, c'est le moment où il y a quelque chose qui va venir interagir avec le système. Bonjour, je veux installer Firefox depuis télécharger.com. Et ben du coup, non. Ben non, on va sur le site officiel de Firefox. Voilà. Et théoriquement, j'ai envie de te dire que dans un monde idéal, un utilisateur, ton compte utilisateur n'a pas le droit d'installer quoi que ce soit. Et alors là, du coup, on est sur la sécurité entreprise. Tu pourrais, toi, avoir les moyens de télécharger quelque chose et de l'installer. Mais il faudrait pas que ton compte ait le droit. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que le compte que tu utilises, il ait que les droits utilisateurs basiques, c'est-à-dire l'exécution de choses qui sont déjà préinstallées. Et, comme par exemple un navigateur, tu vas pouvoir lancer ton navigateur,
mais tu vas pas pouvoir installer un nouveau navigateur. Ah, mais si on est coincé sur Explorer, on fait comment? Mais alors attends, du coup ce que tu ferais, c'est de dire, dans le meilleur des mondes, encore une fois, t'aurais 2 comptes. T'aurais le compte que tu utilises pour faire toute ta vie du quotidien. Et le jour où toi, t'es sûr, tu veux installer quelque chose, tu vas double-cliquer sur ton truc d'installation. Et là, Windows, il va te dire, vous n'avez pas les droits d'installer. Veuillez rentrer un compte qui a les droits. Alors, pourquoi faire ce genre de pratique? C'est chiant. Les gens, ils aiment pas ne pas avoir les droits directement sur leur compte et tout. Mais en fait, ça, c'est la bonne pratique des administrateurs qui utilisent Linux. Quand on utilise Linux, on n'utilise normalement jamais un compte avec les droits administrateurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une commande qui s'appelle sudo pour pouvoir lancer des commandes utiles à l'administrateur qui, au moment où on en a besoin, et il faudra qu'on tape le mot de passe à ce moment-là. Parce que comme ça, si toi, il y a quelqu'un qui arrivait quand même à prendre le contrôle de ton PC, il pourrait rien installer dessus. Parce qu'il n'a pas accès. Et oui, parce que le compte qui a le droit d'installer les trucs dessus, en fait, lui, il n'est pas utilisé de manière visuelle. Il est sanctuarisé. Exactement. Et donc, c'est comme ça, dans les entreprises, qu'on va réussir à mettre en place des sécurités. C'est en ayant des moyens d'arrêter les hackers. Et je peux te dire que démarrer, même si tu as l'accès à un PC physique, si le compte que tu as, c'est un compte utilisateur de base, ben c'est dur. Ça va être très, très, très dur. Va falloir que le mec, il soit pointu pour réussir. Le mec ou la meuf, attention, pas de sexisme dans le hacking, hein. Ah bah ouais, surtout pas. Surtout que souvent ça passe avant tout par de la manipulation des gens physiques. Alors attention, je fais pas le lien avec les femmes parce qu'il y a plus de manipulation par les femmes. Non, mais genre, ce que tu vas sur tu vas sur Adopt un mec, tu vas sur ces conneries comme ça, et tu tombes sur un faux compte et tu sais pas qui est derrière, et il dit, mais tiens, vas-y, on se fait une petite cam, mais il faut que t'appuies sur ce lien. Genre, oui, c'est pas, voilà, hein, c'est pas Zoom, mais c'est, voilà, on a pigé. L'image du hacker est ça parle comme si c'était du vécu, je n'ai pas du vécu. Ah, bon. Je me figure. J'ai perdu 10 000 balles. Non, mais c'est vraiment, en fait, il y a plusieurs, il y a plein de comment dire, d'écrits, hein, sur les bonnes pratiques en informatique. Il y en a des dizaines de centaines. C'est pas cool, le coup, l'utilisateur. Je vais y penser, moi. Mais l'utilisateur, ouais, ça serait vraiment. Parce que là, vraiment, tu me dis, ouais, de passer d'un utilisateur à l'autre, chaud du fion. Ah bah ouais. Je me rends pas compte. Eh oui, mais surtout dans le cadre d'une entreprise, normalement, ce que tu fais, c'est que tu as ce qu'on appelle un annuaire de compte. Ok. Alors, ça s'appelle un LDAP, voilà. Ou alors, chez Windows, très spécifiquement, un AD, un Active Directory. Je dirais comme ça un nom d'une créature de Tolkien, mais... un LDAP. Un LDAP. Un LDAP du Mordor. Ok, alors il fait quoi, toi, LDAP? En fait, tu vas gérer tes comptes à partir de là. C'est-à-dire que lui, c'est un serveur. Par exemple, on peut prendre un serveur Windows. Ça va se présenter exactement comme un Windows 10, hein, les derniers serveurs Windows. Et par ce biais-là, tu vas créer tous tes comptes et tout là-dessus. C'est un serveur, lui, il est sécurisé. Son accès physique est sécurisé, il va être sous clé, etc. Ouais. Et lui, il va être connecté à ton réseau. Et ton ordinateur, il va être dans ce qu'on appelle le domaine informatique. Donc, il va être connecté et autorisé d'interagir avec ce serveur. Ton utilisateur à toi, il va provenir de ce serveur-là. Donc, quand tu vas te connecter, c'est le serveur qui va dire « Oui, c'est bon, tu es bien autorisé à aller sur cet ordinateur. » Et là, tu vas avoir ton compte. Et ton compte, comme je te dis, il est utilisateur simple. Mais le jour où tu as besoin d'installer quelque chose, alors soit tu as un administrateur système qui dit « Il n'y a que l'admin qui peut valider. » Et du coup, à chaque fois que tu auras la petite fenêtre qui dit « Votre compte ne peut pas valider. » Bah, du coup, tu appelles ton admin et lui, il rentre ses logs à lui qui fait que toi, ça va te valider ton install. Ou alors, toi, tu as un deuxième compte que tu ne connectes jamais à l'ordinateur, ce qui fait que quand tu ouvres l'ordinateur pour la première fois, le nom de l'utilisateur admin n'apparaît pas. Donc, ça ne donne pas l'information à celui qui viendrait avec une mauvaise intention sur l'ordinateur de quel est le bon utilisateur. Il va voir ton premier compte, il va aller dessus. Mettons, il arrive à trouver le mot de passe. Super, ou à du coup contourner Windows pour réussir à rentrer sur ce compte, ce qui n'est pas impossible parce que Windows n'est pas le système le plus sécurisé du monde, surtout pour la gestion des comptes utilisateurs, même si quand on a un AD c'est quand même beaucoup plus sécurisé.
Et là, il arrive sur le bureau, il veut lancer un fichier. Alors, l'un des trucs qui marche le mieux pour pouvoir hacker les gens, ça s'appelle un keylogger. Parce que tu fais, c'est que tu vas installer un petit programme qui se voit pas, qui va enregistrer tout ce que tu tapes au clavier et l'envoyer sur un serveur tiers. Donc toi, une fois que tu as installé le petit logiciel, tu vas recevoir tout ce qui est tapé. Ce qui fait que quand tu vois un ensemble de lettres qui ressemble à un login mot de passe, et ben hop, tu récupères l'info. Et du coup, tu vas voir que la personne elle va avoir tapé, par exemple, j'en sais rien, moi, elle va avoir tapé, je vais faire une bêtise, mais... J'aime les fixes au miel, 31. Elle va avoir tapé youtube.com. Ouais. Elle va être rentrée sur le site. Et en fait, là, elle va avoir tapé la bise du 32 et un truc chelou. Elle va comprendre. Un mot de passe. Ben, j'ai son log YouTube. Donc là, maintenant, je peux commencer à hacker son YouTube. Tu vois. Et le jour où la connexion sera sur gmail.com, alors là, c'est parfait. Tu accèdes au mail de la personne, là, t'es au top. Le truc, c'est que ça, pour installer les logiciels, il faut avoir les droits administrateurs sur un PC. En tout cas, il faut avoir des droits étendus, on va dire. Il faut pas avoir que des droits utilisateurs. Donc, si ton utilisateur, il est pas admin, il pourra pas installer le keylogger. Donc ça, c'est vraiment un moyen intéressant. C'est d'avoir une double authentification. Ok, bah, putain, je vais sembler. Mais si tu veux un jour pour ton cabinet, je pourrais te faire un devis pour la mise en place d'un Active Directory. Et ça me paraît être une excellente transition. Ça m'intéresse. Tu produiras ça. Ça a plein d'avantages, comme le fait que, mettons, t'as plusieurs collaborateurs au sein d'un cabinet. Tu peux, mais c'est surtout que tu vas pouvoir te dire que toi, aujourd'hui, t'es dans ce bureau-là, mais demain, mettons ta collaboratrice sur ton bureau, tu vas dire, il est un peu plus joli, ou il a la clim et la sienne n'a plus la clim. Elle reçoit un client qui est vraiment important. Elle va pas prendre son PC, tu vois, et venir ici. En fait, elle pourrait venir ici, se connecter sur sa session depuis ton PC. Et toi, tirer à côté, sur son PC, hop, et tu connaîtrais ta session à toi. Tu vois, un Active Directory, c'est la capacité de pouvoir bouger d'un PC à un autre sans que le PC ait une vraie valeur. Le PC est vraiment un outil qui te permet d'utiliser ouais. Et en plus de ça, derrière, tu peux mettre des doubles sécurités, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de choses en place sur ces aspects-là. Voilà, par exemple. Et après, je vais conseiller aux entreprises d'avoir leur propre routeur aussi. C'est-à-dire que je déconseille très fortement, plus que très fortement d'ailleurs, de n'avoir qu'un routeur de la box de l'opérateur. Quand on prend la box d'un opérateur, l'opérateur, il a la capacité de voir une partie de ce qui se passe derrière la box. Si l'opérateur, il a la capacité de voir une partie de ce qui se passe derrière la box, ça veut dire que l'opérateur s'est laissé des chemins. Tu vois ? Et si tu as laissé des chemins, c'est qu'à un moment donné, il y a une faille de sécurité. Donc, quand tu as une box, derrière, tu mets un routeur pro à toi que tu configures toi avec un pare-feu dessus. Voilà. Et là, tu as un matériel physique qui va venir sécuriser une grosse partie de ton réseau. Ça, c'est la première chose. En fonction des réseaux et de la taille des réseaux, ça va coûter entre 200 et 1000 euros. Tu vois, le gros routeur. Alors, 1000 euros, c'est parce que tu as vraiment une grosse entreprise. Genre, il y a 200 mecs derrière et il faut un routeur qui envoie un peu du lourd, tu vois. Mais 200 balles, on va dire que ça va. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va être un routeur souvent qu'on va prendre qui a une grosse capacité, qui va pouvoir tourner très longtemps non-stop. Derrière, on va mettre un onduleur pour être sûr que lui, il crame jamais parce que c'est hyper important qu'il soit tout le temps en activité. Et souvent, en plus, ça va être des routeurs qui vont pouvoir gérer plusieurs entrées Internet. En fait, tu vas pouvoir prendre une entrée fibre, une entrée ADSL ou une entrée fibre et une entrée 4G. Ce qui fait que si tu as un de tes réseaux qui tombe, ce routeur-là, il est capable d'aller d'un réseau à l'autre. Toi, sur ton PC, tu vois pas qu'Internet a coupé. Tu vois pas la différence. Et en fait, donc ça va permettre de mettre en place ce genre de système, et surtout ça va pouvoir mettre en place un système de sécurité que tu gères réellement à 100% parce que tu as acheté la machine et qu'elle est à toi, alors que la box de ton opérateur, même si tu peux l'administrer en grande partie, il y a des ports qui sont réservés à l'utilisation des opérateurs. Et moi, du coup, je sais que comme ça, dans les entreprises, très souvent, pour des petites entreprises, comme je travaille avec des PME, quand il y a des systèmes en VoIP, ça m'est déjà arrivé d'avoir des opérateurs au téléphone pour la mise en place des téléphones qui, eux, en fait, les téléphones vont se connecter à un serveur. Qui est le routeur ou pas, ils s'en foutent, ils vont réussir à se connecter au serveur et recevoir l'information. Parce qu'en fait, ce qui compte dans l'informatique, c'est qui initie la connexion. C'est ce qui va permettre le passage ou pas du réseau sur un pare-feu. En gros, les entrées sont bloquées, mais les sorties sont autorisées. Et si tu es sorti pour dire à Internet, par exemple à Google, renvoie-moi ma recherche sur qui est le plus beau.com, enfin qui est le plus beau, voilà, et ben la réponse, elle va être autorisée à l'entrée parce que c'est suite au fait que toi tu l'as interrogé.
Mais Google peut pas venir te proposer une réponse comme ça au hasard. Tu vois, voilà, exactement. Tu ouvres un canal, tu ouvres un canal, c'est exactement ça. Donc ça fait qu'on peut tout à fait, derrière un routeur sécurisé qui n'est pas d'une box, mettre un téléphone VoIP par exemple, d'un opérateur. Sauf que l'opérateur, lui, il est habitué à ce que ce soit directement connecté à sa box. Et donc, il est habitué à pouvoir accéder au téléphone et à le modifier ou, pousser des fichiers de configuration ou quoi, sans que le téléphone initie des communications, parce que eux, ils se laissent des ports ouverts qui leur permettent de faire ce genre d'activité. Mais moi, à chaque fois que j'arrive et que je mets un routeur, je peux être sûr que quand j'ai un débugage à faire au téléphone, du coup, je vois le téléphone qui a réussi à se connecter au serveur, mais moi, j'arrive pas à voir l'état du téléphone. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est allumé et est-ce que vous voyez? Et là, c'est là que tu sais que ton routeur fonctionne. C'est que même l'opérateur qui lui gère ton accès à Internet et à la box ne peut pas voir ce qu'il y a derrière, même le morceau qui lui appartient que tu as mis derrière, qui fonctionne. Parce que du coup, c'est son fonctionnement de base n'a pas besoin d'être en communication ouverte comme eux, ils laissent comme ça. Et même sur les box entreprises, ils le laissent. Ils le font. Parce que pour eux, c'est plus facile. C'est pour faire du support et tout, c'est excellent pour eux. Mais toi, si tu veux faire attention à tes données, c'est pas bon pour toi. C'est pas sécurisé. Ça me fait vraiment penser à toute la réglementation incendie. Et que quand on installe des nouveaux locaux, il faut que ce soit un endroit précis, avec tel panneau, etc. C'est un risque comme un autre, et pour autant, comme celui-ci est plus invisible, on le sous-estime. Alors que les failles sont bien présentes et la responsabilité du professionnel est tout aussi prééminente. Tu sais, moi, la majeure partie de mon travail, en consultation, c'est que j'ai un devoir de prévenir. Et dans les trucs qui est intéressant de prévenir, c'est qu'il faut savoir que les entreprises, donc théoriquement dirigeants d'entreprise, alors ça c'est plus une idée reçue. Bon, moi j'ai un gros problème avec le fait de dire ceux qui ont de l'argent ou alors ceux qui sont chefs d'entreprise ont plus de responsabilités que les autres. C'est globalement faux parce qu'en réalité les responsabilités sont toujours partagées juridiquement. En réalité, si on attaque une grosse entreprise, c'est pas le président de l'entreprise qui va gérer le truc, c'est des juristes qui sont employés par l'entreprise. Donc n'allons pas dire qu'un président a plus de responsabilités. Il a une mission qui est différente. Alors, on a tous des missions qui sont différentes. Par contre, les entreprises qui mettent à disposition des réseaux Internet sont censées être capables de justifier de l'utilisation de ce réseau. Si la police vient en disant « Et il y a eu beaucoup de visites de sites de pédophilie, là, c'est illégal. » C'est quelque chose d'illégal. Vous mettez à disposition Internet et il y a quelqu'un qui a... C'est qui? Là, l'entreprise, elle est censée pouvoir répondre c'est qui. Eh ben, je peux te dire que c'est pas avec une box d'un opérateur de base que tu vas réussir à avoir les logs te permettant de savoir c'est qui. Donc, il va falloir, en réalité, normalement, il faut mettre un proxy. Quand il y a un proxy, il faut prévenir les utilisateurs qu'il y a un proxy. Théoriquement, c'est pas rendu obligatoire, mais si on veut répondre à tout ce qui est demandé par la loi, en fait, on réagit souvent mal en mode non mais je veux pas que ma connexion soit surveillée, mais en fait ta connexion ne t'appartient pas, elle appartient à l'entreprise. Tu veux pas que ça soit surveillé, tu passes par la connexion de ton téléphone mobile. L'entreprise qu'elle te met à ta disposition, elle a un devoir de le surveiller, et en fait c'est pas parce que c'est surveillé que c'est intrusif et utilisé contre les utilisateurs. Le proxy, théoriquement tout le monde doit en avoir un, et un proxy ça peut être un routeur, un matériel type serveur qui va enregistrer, on va dire loguer en fait les connexions et du coup qui accède à quoi. Et qui accède à quoi, c'est pas le contenu complet, donc c'est pas combien de temps, c'est pas tout ça, pas forcément en tout cas, ça va être juste entre guillemets le lien, l'URL qui aura été contacté et le numéro du poste ou le compte AD s'il y a un lien qui est fait. Qui a accédé à cette URL. Et ça, la surveillance du réseau, ça fait partie théoriquement des obligations. Alors on n'est pas obligé à 100%. C'est juste que le jour où il y a une problématique, eh ben sera tenu responsable celui qui n'est pas capable de démontrer qu'il l'a fait. Celui qui a fait défaut. Et c'est là où on glisserait sur un autre sujet, comme celui de la compliance en entreprise, sur la question des normes, etc. Mais là, ça serait tout un autre sujet. Ouais. Mais écoute, en tout cas, on peut partir très loin. Je sais. Écoute, je t'ai invité 2 fois. Je trouverai un troisième sujet. Écoute, moi, j'ai toujours du plaisir à parler avec toi. Mais réciproque. Mais bon, t'as quand même pas mal de routes.
Oui. Chez toi, pour 4 heures. Ouais, la Dordogne, hein. Oui, ça va un petit peu loin. En tout cas, merci une nouvelle fois du fond du cœur, le Yaya Foufou, le Johan. Franchement, on se retrouve très prochainement pour la suite. Si jamais il y en a qui ont des questions, etc., une nouvelle fois, ton entreprise s'appelle Vert. Ouais, tout à fait. V-E-R-T-H. On te retrouve en tapant simplement Johan Tortevoix. Ouais, le plus simple, là, ça serait d'aller sur Yayafou que vous me contactez sur Twitch. Voilà. C'est ma seule page de contact réellement active en ce moment. C'est parfait. Twitch, c'est bien. Ouais. Voilà, c'est super chouette. Bon, jeudi, c'est encore les vacances. Je te retrouve si ton stagiaire est arrivé à me sauver la sauvegarde, on va aller voir ça tout de suite. Merci encore une fois le Yaya. Gros bisous. Vraiment, des bisous à vous tous et vous toutes. À très très vite. Merci encore.